quand même, on voit l'organisation que c'est d'être speaker, de voir tout ça. C'est quelque chose de nouveau que tu fais de nouveau, d'être speaker sur les tournois ou ça fait, je pense que ça fait 7-8 ans que je le fais maintenant. Donc c'est quelque chose que je maîtrise maintenant bien parce que, comme peut-être vous avez vu tout à l'heure, rien que sur le protocole de remise des prix, en fait, on ne voit pas ça quand on est à l'extérieur, mais on n'a pas droit à l'erreur. Parce que derrière, ça engendre peut-être des soucis au niveau des revenus de l'année prochaine. Enfin, ça, c'est vraiment une partie la plus importante par rapport aux partenaires. Et donc là, c'est moi qui suis en charge de les mettre en lumière. Donc, il y a un gros boulot là-dessus. Mais c'est vrai, comme ça fait 7-8 ans, en fait, et puis je le fais une dizaine de semaines dans l'année, en plus de mon travail de journaliste en télé, c'est cette partie-là qui est différente vraiment de mon job de journaliste télé, parce que c'est très protocolaire. Et sinon, la partie interview, tout ça, c'est assez similaire avec mon travail en télé, parce que je suis là pour mettre en avant un joueur qui a gagné ou un joueur qui a perdu. Et donc ça, c'est assez similaire. C'est différent quand même en challenger que sur les gros tournois ou pas, où c'est la même démarche, c'est les mêmes Écoute, problématiques? là, en tout cas par rapport aux joueurs, moi j'arrive de Monte-Carlo où j'ai fait sur le cours des Princes, j'ai quasiment les mêmes joueurs. Alors j'exagère parce qu'il y avait quand même quelques top 10 sur mon cours, mais honnêtement là quand je suis arrivée que j'ai fait Murray mon fils ou quoi, c'est peut-être ce que je vais commenter à Roland dans 2 semaines. Hein. Donc c'est assez similaire, alors que d'habitude c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont peut-être un petit peu moins bien classés, mais que je retrouve de toute façon, il y a vraiment un lien et aujourd'hui les challengers sont tellement forts qu'en général, un joueur qui est relativement inconnu, l'année d'après, je le retrouve en 8e à Roland. Vraiment, c'est pas 2 mondes séparés. Il y a toujours du lien et les joueurs arrivent très vite derrière au plus haut niveau en passant par ces challengers. Comment ça se passe par rapport à ton calendrier? En fait, c'est des tournois qui te contactent Ouais. pour que tu sois speaker? Exactement, ouais, c'est toi qui me contacte et c'est vrai que j'ai beaucoup de travail, donc c'est plutôt sympa parce que c'est déjà pas un métier. Même moi, on m'a pas dit en reconversion, je vais être speaker. C'est absurde quoi. En fait, c'est pas un job en tant que tel, alors que ça en est réellement un. C'est-à-dire qu'entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais il y a 8 ans, c'est comme tout travail, je me suis améliorée, j'ai essayé de progresser sur certaines. Enfin, c'est vraiment un job et aujourd'hui, beaucoup de mes amis me disaient mais moi jamais je fais ce que tu fais, alors qu'aujourd'hui moi ça me paraît relativement fluide parce qu'on a l'habitude. Et au départ, moi je voulais être ou travailler pour une marque ou être journaliste, mais c'est quelque chose qui est venu assez naturellement par une demande de Jean-François Cojol à l'époque qui m'avait demandé pour le tournoi ATP de Nice. Donc j'ai commencé direct sur un ATP, donc comme ça, voilà, en termes de pression, c'est direct dans le grand bain, quoi. Et puis ça m'a plu parce qu'on est au contact, puis j'aime le côté scène depuis petite. Et au final, le tennis, c'était quand même sur une scène. Quand je suis rentrée sur le Rod Laver, il y avait 15 000 personnes. La première fois, ça fait un peu bizarre. Puis au bout de la 3e fois, on se dit, mais moi, je veux jouer que devant 15 000 personnes, quoi. C'est vrai que le fait d'avoir été habituée à ça, quand je me suis retrouvée à être au micro devant peut-être 5 000 personnes, je l'ai fait à Roland sur le Simone Mathieu il y a quelques années. En fait, c'est aussi la continuité de ce que j'ai pu faire avant. Enfin, il y a une pierre à l'édifice à chaque fois dans chaque expérience pour derrière être à l'aise dans ce genre de job. Il y en a qui détesteraient, quoi. C'est vraiment particulier, quoi. Comme tu dis, speaker, c'est un métier quand même qui est très particulier. Marc Maury est forcément une référence, en tout cas dans ce domaine. Comment tu définirais ta personnalité, toi, en tant que speakeuse sur les tournois? C'est marrant que tu dis ça, parce que je pense vraiment que c'est toi en tant que personne, c'est pas tant le job, on te prend pour toi. Et c'est vrai que Marc est vraiment, déjà il est excellent et c'est lui qui a même créé. Parce que moi, je l'ai connu quand je jouais, donc il m'a annoncé, on avait toujours tissé un lien très sympa. Et c'est lui, il m'a raconté qu'il avait vraiment mis en place le système d'animation en France. C'est énorme, dans tous les sports, que ce soit au jeu, en athlé. Donc c'est le pionnier vraiment de comment mettre en avant un événement sportif. Donc c'est un honneur d'avoir pu bosser avec lui. Et c'est vrai, quand j'ai commencé, on a discuté. Et puis maintenant, on travaille quand même en parallèle parce que lui a vraiment les gros événements. Et puis là, sur Monte-Carlo, il était ravi qu'on puisse bosser ensemble. On a bossé ensemble à Roland. Et donc tout ça pour revenir qu'à un moment donné, Marc a sa personnalité, il a sa voix. En fait, tout le monde le reconnaît. Et je pense que la première chose que je me suis dite, c'est ne pas refaire Marc, parce que déjà, je suis une femme. J'ai pas la même voix, donc ça va pas. Et en fait, il faut que je sois moi. Donc ou ça plaît pas. Et en tout cas, moi, dans ma personnalité, ça va être peut-être moi beaucoup plus peut-être en mode de chaleur et friendly, parce que c'est comme ça que j'ai envie de le jouer.
Et c'est presque de l'acting, quoi. À un moment, enfin de l'acting où je suis moi, mais qu'est-ce que j'ai envie de donner aux personnes qui écoutent. Et moi, en tout cas, j'aime amener un peu de légèreté, un moment sympa, et peut-être moins formel que Marc, qui lui est très formel et c'est très puissant. C'est-à-dire que quand il parle, et je sais que chacun a ses atouts. Et moi, je suis plus de rondeur avec le public. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Après, si ça plaît pas, on me l'aurait dit. Et manifestement, ça plaît dans le sens où les gens, s'ils se sentent bien, c'est gagné, quoi. Donc, mais c'est vraiment, il n'y a pas un guide du speaker. En fait, ça n'existe pas. Donc, ouais, moi, mes fiches, je fais ce que je veux. En fait, Marc, il fait ce qu'il veut. Et surtout, les tournois nous laissent complètement libres. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui me dit, moi j'ai envie de mettre en avant vraiment les gros titres qu'ils ont fait, peut-être leur actu récente, quelque chose de particulier sur un match d'avant où il y a eu telle particularité. Et Marc, lui, il a quelque chose de plus installé il me montre aussi. Donc c'est marrant parce qu'on ne travaille pas pareil. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et chaque speaker doit mettre sa personnalité en avant par rapport à ce qu'il a envie de... Comme un présentateur télé, à un moment, quand on voit Cyril Hanouna ou Nikos, ils sont bons, mais c'est eux, c'est en tant que personne. Et ça, c'est important, je pense, de garder ça. Bien sûr. Là, on parlait du coup de ta carrière post-transition et tout ça. Avant, tu étais grande joueuse de tennis, tu as été 61e mondiale. Et ouais. En 2007, tu as pris 3-7 à Sharapova à l'Open d'Australie. Et j'imagine que ça doit être un souvenir quand même assez particulier. Et ouais. moi, avec le recul que tu as maintenant, tu as embêté quand même les plus grandes joueuses de ta génération. Qu'est-ce qui fait que tu penses, quels sont les points communs sur lesquels tu te rapprochais de ces joueuses et à la fois ce qui t'a un peu éloigné et éloigné? C'est vrai, comme tu disais, avec le recul, sur le moment, on essaie d'analyser beaucoup de choses et puis finalement, c'est difficile de tout capter de manière lucide en fait quand on sort d'un match comme ça. Mais en tout cas, ça a été un gros souvenir parce que je pense je jouais le meilleur tennis de ma carrière en termes de sensations et la gestion émotionnelle aussi. C'est la première fois que effectivement, je rentrais sur un central comme ça en étant complètement sûre que je pouvais la battre, ce qui était une première pour moi parce que j'arrivais d'une demi à Auckland. Enfin, il y a un processus au niveau mental qui fait que tu arrives dans des conditions comme ça où tu es bien. Donc je savais que tennistiquement, à partir du moment où j'étais prête physiquement, en fait, plus les filles jouaient vite et mieux je jouais. Donc ce qui me rapprochait de ces joueuses-là, c'est que les joueuses du top 10 jouaient très vite et je savais que j'avais la qualité de jambes au niveau physique pour les tenir, être très basse sur les jambes. Et ça demandait au niveau physique un gros boulot d'intersaison. Mais je sentais que je commençais à l'acquérir, que je pouvais physiquement, biologiquement tenir le combat en fait. Parce qu'à un moment, en fait, sinon la balle vous repousse. Donc il faut vraiment. Donc ça, c'était quelque chose de très pragmatique que j'avais et qui me donnait confiance quand je jouais ces joueuses-là. Après, ce qui m'a manqué, parce que j'ai eu balle de match sur Safina, qui était un mondial aussi à Coubertin, balle de match sur Patty Schneider à Wim, qui était 8 mondiales, donc jusqu'à 15 mondiales, je gagnais. Et donc je pense que c'était une barrière psychologique que je me suis mise en me disant, est-ce que moi j'ai vraiment le droit de battre ces filles? Et peut-être je me satisfaisais de faire un bon match. Ça, c'est avec du recul. Et si demain, je devais transmettre à quelqu'un, j'ai un petit peu entraîné, c'est peut-être de faire un travail plus profond que la gestion du stress. Aller sur pourquoi, à un moment donné, on ne prend pas cela. Est-ce que ce n'est pas un complexe d'infériorité qu'on a pu acquérir jeune? Parce que moi, j'étais toute petite, donc on m'a toujours dit non, mais toi, tu cours pas mal, mais bon, tu vas vite être limité, quoi. Donc, inconsciemment, il y a des choses. Et donc, pour arriver au très haut niveau, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse avec son préparateur mental ou son coach ou sa famille. Et moi, je pense que ça m'aurait fait du bien de travailler ça en disant, non, à un moment, si avant ta balle de match, c'est que tennistiquement, pendant 3 heures, tu arrives à mettre en place un jeu qui permet de gagner les points face au meilleur. Ça serait plus l'entourage, du coup, tu dirais? Oui, je pense que c'est... en tout cas, l'entourage peut aider en tout cas dans ma situation, mais je pense qu'il y a plein d'autres joueurs qui doivent... On a tous nos casseroles et à l'inverse, des choses qu'on maîtrise à merveille depuis qu'on est jeune. Et je pense que oui, d'aller un petit peu plus loin parfois quand les situations se répètent. Moi, on me disait, faut que tu sois plus audacieuse dans ces moments-là. Mais au final, peut-être qu'il faut travailler encore plus loin sur pourquoi là, j'y vais pas. Est-ce que je me laisse le droit de gagner ce match, en fait? Okay. Et donc ça, c'était, avec du recul, c'était intéressant. Et je le dirais à mes enfants s'ils jouent, de dire, en fait, à un moment, non, on a tous le droit d'être à ce niveau-là.
Et peu importe ton passé, ta taille, et je pense que j'aurais pu être dans les 30 parce que je voyais qu'à un moment, je gagnais entre 15 et 40 régulièrement. Et donc, si je ne l'ai pas été, c'est que peut-être je me suis limitée inconsciemment. Ouais, c'est dommage, mais on le sait qu'après. Tu as fait une super transition dans le milieu du tennis, tu as fait l'ESSEC pour marketing Ouais. sportif. Et puis, j'ai vu aussi que tu as entraîné Laetitia Sarrazin et Marine Partout, ouais. Parto, exact. Donc, c'est quand même deux trajectoires, on va dire, Différentes, ouais, c'est vrai. mais à la fois complémentaires. Et du coup, maintenant, tu as quand même une vision du tennis qui est omnisciente, entre guillemets. Tu as quand même plusieurs points de vue sur la. On va dire sur la. Qu'est-ce que ça t'apporte enfin, comment tu ressens le tennis, ta période de joueuse, et maintenant, avec ces bagages qui t'accompagnent, est-ce que tu ressens le tennis d'une manière différente? Tu vibres le tennis différemment? Ouais, après, j'ai vraiment toujours adoré le tennis. Et toi, je me suis jamais dit. Moi, j'ai arrêté de jouer parce que ma mère est décédée. Donc, rien à voir. J'étais pas en overdose du circuit. Donc, je peux considérer que j'adore le tennis et j'adore le circuit. Donc, j'ai voulu quand même continuer à rester dans quelque chose que j'aime. Mais c'est vrai qu'en ayant fait l'ESSEC, je voulais plutôt travailler pour des marques au départ. J'ai travaillé pour Lacoste quelques temps, qui était mon sponsor. Après, j'ai passé mon DE et j'ai travaillé pour la fédération, donc avec des jeunes et à l'INSEP. J'étais capitaine des équipes de France Jeunes. Donc j'ai eu Diane Paris, j'ai eu Clara Burel sur la chaise. Donc toutes ces expériences-là, effectivement, sont liées parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir eu, par exemple, Diane et Clara qui sont maintenant en Fed Cup, eh bien, j'ai pu transmettre des choses et je vois que le tennis, maintenant ça commence à faire, j'ai commencé à 20 ans en fait, en 2000, il y a des similitudes énormes sur la gestion du match, la gestion émotionnelle, la gestion stratégique. Après, ce qui change, c'est la vitesse de jeu. Andy Murray, il en parlait au micro l'autre jour, il disait le jeu va plus vite, mais au final, si physiquement tu travailles en fonction, ben, tout le monde en fait grimpe et c'est vrai quand je vois les jeunes aujourd'hui et que maintenant je les commente, en fait, toutes mes missions finalement ont un lien et m'ont aidé à mieux comprendre les choses. Et quand je commente, c'est important aussi d'avoir eu ces moments avec des filles plus jeunes qui ne sont pas de ma génération et qui aujourd'hui arrivent très vite dans le top 100. Donc toutes ces missions m'ont aidé à voir le tennis évoluer. Et d'un autre côté, à part la vitesse de jeu, je trouve que les bases du tennis restent les mêmes. À un moment donné, stratégiquement, au niveau quand on parle des bases, les fondamentaux, c'est les mêmes aujourd'hui, quoi. Donc les appuis, les zones, le fait de ne pas s'enflammer sur n'importe quoi. Enfin, on voit toujours que le haut niveau, c'est les mêmes caractéristiques. Moi, je peux voir jouer quelqu'un, je vois s'il est top 100 ou pas, en fait. Malgré un gros service, il y a des choses qui restent, en fait. Le tennis n'a pas muté, quoi. Ouais. Et l'expérience coaching, tu parlais de Diane Paris, Clara Burel, est-ce que te rapprocher de la Fed Cup, c'est quelque chose qui tenterait en tout cas, ou te rapprocher de suivre une joueuse ou un joueur sur le circuit, c'est quelque chose qui te tenterait? Alors la Fed Cup carrément, ouais. Parce que en fait j'adore tout ce qui est équipe, quoi. Là franchement quand j'étais capitaine avec les jeunes, on s'est fait des missions. Je louais des voitures en Roumanie en minibus avec Clara Burel. Enfin on a vécu des expériences et ça fait tellement du bien parce qu'on est quand même beaucoup seul. Alors moi en tournoi j'étais pas trop seule parce que j'étais dans un groupe. Donc j'avais toujours une autre joueuse où on allait tout le temps dîner. Mais je trouve ce côté équipe est fondamental et fait un bien fou à tout le monde, qu'on soit dans le staff ou que ce soit pour les joueuses. Après, sur le côté individuel, comme je l'ai déjà fait justement avec les jeunes filles de l'INSEP, donc j'avais Manon Arcangeli, Harmonie Tan, j'avais tout un groupe de filles. Et elles me disaient, donc je travaillais pour la fédération pendant 6 mois. Et je venais d'avoir un de mes petits garçons, il me disait j'aimerais que tu viennes là en Russie. Et je me suis dit, en fait, ça va être injouable de repartir sur le circuit parce que si on veut bien bosser, honnêtement, il faut les suivre. Il faut les suivre et c'est pas une semaine. Donc je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué si je voulais bien faire mon job de suivre une joueuse, en tout cas à l'heure actuelle où j'ai des enfants en bas âge, quoi. Okay. Donc ça reste une envie. Ça m'a beaucoup plu de coacher. Beaucoup plus d'aller en tournoi, parce que j'ai l'impression que c'est en tournoi qu'on apporte beaucoup. Et en analysant les matchs, en préparant les matchs, en fonction des adversaires, c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas l'habitude de travailler pour elles, en fait. Donc je leur apprenais beaucoup ça et ça marchait pas mal. Donc, mais il faut revoyager beaucoup et ça, c'est compliqué. En tant que coach et joueuse, tu as des anecdotes qui t'ont marqué, par exemple sur une Serena, une Sharapova, des trucs qui t'ont dit, ok, là, je comprends que j'ai affaire
des Alors, champions ouais. grave au-dessus, ça peut être masculin, en tout cas En tout cas, chez les filles, oui, Sharapova et Serena, on parle aujourd'hui du circuit qui manquait de stars. Elles, c'était des vraies stars. Et notamment dans leur manière d'assumer qui elles étaient et de jamais laisser montrer qu'elles doutaient. Et moi, je me souviens de Sharapova plein de fois, et même jusqu'à ce qu'elle arrête, elle pouvait faire 8 doubles fautes d'affilée. Elle remettait ses cheveux, impeccable. La princesse russe, quoi. Et je me disais, mais c'est génial, parce qu'en fait, elle vient quand même de faire 8 doubles fautes. Moi, si je l'ai fait, je me sens tellement ridicule, en fait, devant 15 000 personnes. Et je me dis, mais regarde là, la nana. Alors qu'au fond, je pense que vraiment, elle doit être défaite. Et donc, en tant qu'adversaire, on se dit, elle est toujours aussi forte. Donc, en fait, quoi qu'elle fasse, elle a toujours cette espèce de posture qui en impose aux autres sans nous marcher dessus. Hein, et ça m'a toujours... après, on l'aime pas. Moi, je n'étais pas forcément pote avec elle, parce qu'elle ne parlait pas à grand monde. Et Serena, c'est pareil. Serena, elle vous écrase, en fait. Elle préfère faire une double faute ou un ace plutôt qu'on puisse toucher la balle, en fait. Et donc, à un moment donné, pour être une grande championne, il faut avoir, à minima, cet état d'esprit de jamais se sous-estimer, en fait, et de ne pas se survendre. Mais elles avaient ça. Et c'est ce qui faisait, à mon avis, la grosse différence avec d'autres joueuses, quoi. Et justement, par rapport, tu as eu ce regard sur le circuit féminin, comment tu étais de l'intérieur. Maintenant, tu as ce regard en tant que journaliste, commentatrice. Tu la vois pas. Quelle est la différence que tu vois entre ces deux, enfin, par rapport à ton époque et maintenant, où tu as eu des légendes comme Serena Williams, Venus, Sharapova, et maintenant on sait qu'on a eu quelques remarques par rapport à un circuit féminin qui se cherche. Donc certes, il y a Swiatek, Sabalenka, maintenant Rybakina. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Ce que j'ai pu voir, c'est que justement ce dont je parlais, cette espèce de force mentale en toutes circonstances, je le voyais moins sur la génération qui est arrivée. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai vu Muguruza gagner Roland, gagner Wim, la nana, elle en impose, quoi. Elle est super jolie, elle joue bien. Et en fait, tout s'est frité tellement vite. Nous, à l'époque, une Clijsters ou Hénin ou à un moment donné, elle jouait pas dans le carré de service sur son premier tour à Roland-Garros et en étant aussi tendue qu'une joueuse qui n'avait jamais joué un grand chelem. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait peut-être moins de stabilité mentale dans la durée, c'est-à-dire qu'elle pouvait faire de super résultats. Je dis en général, hein, les joueuses. Et derrière, en fait, perdre très rapidement le tournoi d'après. Alors que nous, à l'époque, les tops étaient mentalement monstrueuses. C'est-à-dire, dès que vous aviez une opportunité, puis je l'ai vécu, elles vous enfonçaient, quoi. Il n'y avait aucune fragilité mentale susceptible d'être prise comme quelque chose de positif. C'était très stable, très fort. Dans les moments importants, ça servait bien. Et là, je trouvais que ces derniers temps, les joueuses perdaient. Alors, est-ce que je me suis demandé si ce n'était pas aussi les réseaux sociaux qui prenaient du jus au niveau mental? Parce que ça n'a jamais été comme ça et elles sont pile arrivées dans l'ère des réseaux. Et nous, les joueuses, elles faisaient leur conf de presse et basta. Au pire, il y avait un papier dans l'hôtel. Et je trouve qu'en termes d'énergie mentale, elles étaient beaucoup plus préservées. Et là, il y a tellement de hauts et de bas, je ne sais pas comment l'analyser. C'est un vrai sujet. On a Naomi Osaka, là, récemment, Anisimova qui met fin à sa carrière temporairement. D'accord. Elle a annoncé ça hier. Après, elle a eu des raisons personnelles. Oui, mais elle était bien revenue depuis effectivement ses problèmes familiaux. D'accord. Justement pour burn-out. Ouais. Et donc ça n'arrivait jamais, ou très peu en tout cas, aux top players. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps bien, mais disons que dans leur jeu et dans leurs résultats, il y avait très rarement de contre-performance où si ça arrivait une fois, c'est qu'elles étaient malades en fait. Mais elles avaient un niveau de jeu qui faisait qu'elles écrasaient tout le monde. Et parce que mentalement, il n'y avait aucune faille, quoi. C'était énorme. Il n'y a pas quelque chose qu'elles intériorisaient, en tout cas qu'elles n'osaient pas parler aux médias, tout ça? Tu penses vraiment que c'est quelque chose qui était... Non, parce qu'après, moi j'ai quand même bien connu Justine Hénin, avec qui je bosse maintenant, mais à l'époque on a commencé à 11-12 ans. Moi j'ai connu sa maman, Justine, qui est décédée, elle avait 11-12 ans. Donc ça ne veut pas dire que toutes avaient des vies parfaites et faciles à gérer. C'est juste qu'elle laissait beaucoup moins, sur le terrain en tout cas, ces choses-là les grignoter. Et je pense que cette nouvelle ère où les joueurs et les joueuses sont tout le temps sensibles à ce qui peut... Ça doit être vraiment compliqué à gérer. Et je pense que ça prend du jeu tout simplement et que derrière sur le terrain, c'est dur d'être plus constant. C'est comme ça que j'analyse, mais ce n'est pas une vérité, en tout cas, c'est une interrogation.
Ouais. Et étant, maintenant, je commente et je vois beaucoup de matchs et je me dis, c'est surprenant ce manque de régularité au niveau mental. Au niveau tennistique, honnêtement, ça joue très bien. Ça joue, quand on voit là, Sabalenka, Swiatek, c'est un niveau énorme. Mais là, j'espère qu'avec Rybakina, il va y avoir quelque chose d'un peu plus stable dans les années qui arrivent. Avec Barty, on s'était dit chouette, ça va être bien, Barty Swiatek, puis Barty Carrette. On était là, non mais qu'est-ce qui se passe quoi. Donc j'ai l'impression que là, on va peut-être avoir une période un petit peu plus calme avec 3-4 joueuses qui vont dominer comme on avait à l'époque. Justement, tu as été consultante chez Canal à partir de 2011, puis Eurosport 2014. Moi, je suis pigiste chez Eurosport depuis 1 an et j'ai eu le plaisir de monter des podcasts Deep Impact. C'est rigolo. Et justement, il y a j'ai l'impression des nouvelles thématiques qui émergent, en tout cas dans le tennis, donc après on en parle plus. Est-ce que toi, justement, avec cette expérience, quand tu parles avec Laurent, Arnaud Di Pasquale, tout ça, il y a des choses qui t'ont ouvert l'esprit sur des choses que tu ne voyais pas avant, en tout cas dans le tennis. Je ne sais pas, là récemment, il y a eu la notion de coaching quand même sur le terrain. Ouais. Je pense à Madrid où c'est vrai qu'Alcaraz, Rune, on les voit, papa et maman, enfin vraiment très très proches de leur coach. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses dans le tennis, tu vois Écoute, non, moi, il y a cette notion de gestion de la com dont je venais de parler, moi, qui est vraiment pour moi un sujet très important et qui est encore très flou sur la gestion de l'athlète, qui fait quoi. Et on est dans une transition et moi, je pense que ça a un énorme impact sur la performance. Donc ça, c'est un point. Après, c'est la position des parents, mais ça a toujours été le cas. Justement, je voulais voir si ça allait évoluer, puis en fait, pas du tout. Parce que à l'époque, quand même, quand on voit même les Céleste, Graf, les parents étaient ultra présents. Les Williams, Sharapova, les parents aussi. Donc malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, les parents sont extrêmement impliqués aujourd'hui. Et par rapport au coaching, moi, je trouve que les évolutions là sont plutôt positives. Parce que moi, j'ai vécu le coaching on-court sur la WTA qui est apparu il y a bien longtemps et où le coach pouvait venir en fin de set une fois au changement de côté et quand l'adversaire appelait le kiné ou allait aux toilettes. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que ça allait être super. En fait, j'ai pas aimé l'expérience parce que c'était court. J'ai l'impression de perdre mon indépendance en termes de réflexion, que je me reposais trop sur mon coach. Et d'un autre côté, il n'était pas tout le temps là. Et après, je trouvais que de toute façon, le coach est là, de dire quelques mots dans les gradins, tout le monde le faisait. Et je trouve que c'est bien là d'avoir cette décision d'autoriser cela sans que ce soit des espèces de dialogues complètement. C'est vrai que maintenant, ils sont en train de gérer, parfois là, ça parle vraiment trop. Peut-être que ça reste sur quelque chose de comme on faisait avant, mais en mode interdit, quoi. C'est quelques mots, quelques gestes, et je pense que c'est très bien comme ça. On se dirige pas vers l'UTS, tu penses vers les formats comme l'UTS, carrément ouais, non, je pense pas pour l'instant, mais peut-être que dans 15 ans, il y aura un coach sur la chaise tout le temps. Peut-être ça va évoluer comme ça. Ça serait hyper intéressant de discuter avec toi des gros joueurs, notamment à la retraite de Federer et de Serena. Ouais. Est-ce que c'est des événements qui t'ont marqué ou pas ? Oui, c'est forcément quelque chose de très fort. Ce sont plus que des joueurs de tennis. Et donc, moi, j'ai eu de la chance que je suis de la même année que les deux. Donc, je suis de 81 et donc je suis tombée. Donc, j'ai pu vivre de près et de loin parce que de notre côté, j'étais loin de leur niveau, bien sûr. Mais pour le coup, je vivais avec eux parce que quand on est sur le circuit, on est dans le même player lounge, on s'affronte comme avec Serena. Et ce sont des athlètes qui ont quand même révolutionné la position des sportifs comme un Tiger Woods. Ils sont à ce niveau-là et on a eu la chance de les avoir dans le tennis, que ça aurait pu être dans d'autres sports. Et le fait qu'ils arrêtent, c'est vrai que c'est la fin de génération, mais d'un autre côté, je vois en tout cas chez les garçons, ça se remplace naturellement. On avait vraiment peur de ces retraites-là, on a peur de celle de Nadal, et finalement, on voit que les petits jeunes qui arrivent donnent tout autant d'intérêt au circuit. Donc je suis triste, d'un côté, je trouve ça rassurant ce qui se passe et moi-même, l'intérêt que je porte au tennis masculin et féminin, bien sûr, mais je travaille plus sur le circuit masculin aujourd'hui. Et je me dis, en fait, c'est ça la vie, quoi. C'est en continuelle évolution. Et même un Roger qui ne sera jamais égalé, je pense, en termes de popularité et de charisme, en fait. C'est un ensemble. On l'a vécu, mais le circuit continue et avec de superbes matchs, avec des garçons qui sont bien élevés, là, tous les jeunes qui arrivent, Alcaraz, Sinner, Rublev, franchement, ils sont top. Les Musetti, ils sont pros, mais ils ne se prennent pas la tête, ils aiment le tennis. Enfin,
Je trouve que j'étais inquiète et je le suis beaucoup moins. Ok. Et tu penses qu'à Rafa, ça va être l'année où on va tous lâcher l'alarme? C'est possible. C'est possible. C'est possible effectivement que. Ouais. Ben là, justement, on avait fait un podcast il y a quelques semaines. On se disait bon, et moi je dis à mon avis, il va se faire quasiment Roland pour arriver sûr de ne pas être blessé, de ne pas se blesser avant, parce qu'il y va pour essayer de faire le max sur un tournoi. Est-ce que ce sera son dernier? On ne sait pas. Est-ce qu'il va se laisser une chance pour l'US Open? Mais en tout cas, il va jouer que les majeurs là. Il n'est plus en capacité. Il a eu un enfant. Moi, je pense qu'il tenait bon, et je trouve que depuis qu'il a eu son petit et que Roger est parti, j'ai l'impression que l'envie est peut-être moins là, et donc les blessures sont plus dures à gérer. Que je pense que c'était un monstre mental en termes de gestion des blessures, qu'il allait tout le temps se pousser un peu plus loin, qu'il gérait bien, et que là, plus il avance en âge avec ce contexte-là, je pense que c'est plus dur à encaisser. Juste par rapport à Nadal, qu'est-ce que tu en penses avec Roland Garros qui approche là dans 3 semaines? Est-ce que tu penses qu'il peut faire un coup d'éclat comme l'an dernier, ou que là, à mon avis, ça va être compliqué? Le problème, c'est qu'on n'a aucune info. Je pense réellement que s'il il s'est préparé et qu'il sent que s'il joue un peu avant, il peut se faire mal, qu'il n'a pas assez physiquement de réserve. Je pense qu'il peut même gagner Roland s'il se prépare bien et qu'il est bien. Mais par contre, ça sera sur un tournoi. On voit qu'il a quand même du mal à enchaîner, et qu'un Rafa qui est préparé, il n'a pas besoin il a dû faire 50 000 matchs d'entraînement. Donc aujourd'hui, il est plus à devoir être bien avec X matchs de préparation. Par contre, si physiquement il est juste, c'est impossible. C'est impossible. En 5-7, il ne tiendra pas s'il a mal au pied. Et donc, ça, on n'a aucune info réellement. Là, il se retire, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et moi, je n'ai pas l'impression là qu'il ait une blessure majeure pour vraiment ne pas jouer ces tournois. Je pense qu'il doit avoir des petites douleurs ou quoi, et qu'il se préserve pour pas justement avoir une grosse blessure sur Roland. Parce qu'il doit se sentir légèrement fragile, quoi. Ça, c'est mon feeling. Mais... Pour étendre sur ces 3 monstres, il y en a quand même un 4e qui est en train de jouer une finale actuellement, Andy Murray. Il a fait un documentaire sur lui, sur justement quand il s'est fait opérer. Je ne sais pas si tu l'as vu, non. C'est fascinant. Justement, il y a une scène, il est avec le docteur qui lui annonce donc il va avoir cette prothèse de manche en métal. Il lui dit qu'il va te rester 7 ans à jouer. Aujourd'hui, il a retrouvé, c'était donc en 2019-2017 quand il s'est opéré. Mais bon, il y a du temps qui est passé, il commence à retrouver un niveau. C'est un comeback qui est juste incroyable. Quand tu le vois serrer le poing contre un Lucan Van Ness, même tout au long de la semaine, comme s'il gagnait un grand chelem. Qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, honnêtement, émotionnellement, par rapport même à un Novak, Andy Murray, c'est un monstre. C'est-à-dire que j'entends parfois dire mais pourquoi il continue, c'est presque négatif en fait. Et là, je me dis mais vous vous rendez pas compte juste que ça demande d'aller faire ce qu'il fait, l'envie que ça demande, la motivation, le temps. Donc en fait, s'il est là alors que c'est pas du tout, on parle même plus d'argent là, on est d'accord qu'il n'a pas besoin, comme beaucoup de joueurs, mais comme Agassi à l'époque quand il avait repris. Et ces joueurs-là, mais c'est un modèle d'abnégation, de passion. Et en fait, il faut juste montrer aux gens que c'est exceptionnel et que chaque personne dans son job qui a envie d'abdiquer à la moindre petite bavure avec son boss, non, mais allez voir, parce que là, effectivement, contre Laurent Locoli, Lucas Van, même en termes d'humilité, il a gagné X 3 tournois de Grand Chelem, médaille d'or. Il peut arriver là en mode un petit peu, je vais la jouer. Puis si je suis un peu accroché, allez, je vais simuler une petite blessure pour m'en sortir les fesses propres, quoi. Et lui, il accepte d'être challengé. Et pour moi, c'est un modèle. Alors pourtant, il est bougon sur le terrain, mais en fait, le fond d'Andy Murray, c'est un joueur exceptionnel, humainement exceptionnel et brillantissime intellectuellement. Chaque fois, les interviews, il a toujours une répartie de dingue. C'est comme Roger, hein, on se dit ils sont peut-être là aussi parce qu'au niveau intellectuel, c'est monstrueux, vraiment, plus leur capacité physique et leur capacité tennistique. Et tu penses qu'à travers un challenger comme ça, quel va être son objectif, lui, sur la saison de terre? Est-ce qu'on peut dire que Wimbledon, c'est l'objectif de sa saison? Peut-être que là, il cherche des matchs, peut-être de se rapprocher, j'ai pas regardé les points, mais d'être tête de série à Roland, quand même. Parce que là, comme il y a beaucoup de points au vainqueur, plus Rome s'il joue pas mal, parce que donc pour être tête de série à Roland, ça sera la semaine, les points vont sûrement compter encore pour Rome, donc ça lui laisse 2 tournois.
Ça lui change son tournoi quand même, hein, s'il est dans les 32 meilleurs. Donc je pense qu'il y a, là, il a une telle motivation qu'il y a forcément quelque chose derrière de concret. Il ne se dit pas juste je reviens pour revenir pour essayer de retrouver ma place de numéro 1. C'est qu'il y a quelque chose, il fait step by step, quoi. Et là, c'est clairement sur les 2 grands chelems qui arrivent d'être tête de série. Bon, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est qu'on l'a vu, tu as plein de facettes dans ce milieu du tennis. Est-ce que tu as encore un dernier rêve que tu as envie d'accomplir? Ou est-ce que tu as envie de profiter du milieu et de prendre un peu de recul, mais en gardant Écoute, pour l'instant, je m'approche de la vie que je voulais avoir. Et tu sais, c'est ce que ça fait quand même 10-12 ans. J'ai essayé plein de choses pour être sûre, parce qu'on ne sait jamais, mais même, je dirais pareil à des jeunes de 18 ans, essayer des choses, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, on a des idées parfois préconçues, et en reconversion, on est un peu comme à 18 ans. On dit, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, quoi. Donc, c'est un peu similaire. Et là, vraiment, je me rends compte que c'est ce que j'aime en termes d'émotion, de partage avec les gens. Je ne pouvais pas être dans un bureau toute la journée, donc ça, c'était pas possible. Et après, mon dernier rêve, ce serait peut-être de jouer au cinéma, d'avoir l'expérience. J'ai fait une formation en casting qui était très dure, mais qui m'a vraiment aidée pour mon job, pour le coup, en télé. Et puis, mais par contre, j'ai pas eu les décors, tout ça. C'était vraiment une formation sur l'acting pur. Et donc, je pense que j'aimerais bien faire, sans non plus me dire je vais gagner ma vie en faisant du cinéma, mais en tout cas de vivre cette expérience-là. Si un jour j'ai l'occasion, ça me ferait vraiment plaisir dans l'évolution de la vie et de se mettre des challenges. Ouais. Donc, on verra. Donc on ne se reverra pas à Roland-Garros, mais au Festival de Cannes. Exactement, c'est en toute humilité, oui, c'est ça. 2024, j'y serai. Palme d'or. Et vous serez là, je vous inviterai, tiens. Génial, super. Peut-être juste pour finir sur une touche tricolore, Ouais. on n'a pas parlé Caro Garcia, qui fait un dernier trimestre 2022 exceptionnel et qui là rencontre peut-être un peu plus de difficultés. Comment est-ce que tu vois ça? Quel est ton regard sur sa situation? Écoute, je trouve Caro, elle est très courageuse dans ses choix de carrière. Elle l'assume. Elle a un jeu qui est quand même très risqué. Donc, je pense que sa carrière sera rarement extrêmement linéaire, quelle que soit sa maturité. Et je pense que nous, il faut qu'on s'y attende et que si à un moment ça arrive, on se dit waouh. Même parfois, là, quand je voyais que pendant 4 mois, elle jouait incroyable, je dis mais parce qu'elle a un vrai jeu d'attaquante, un jeu où elle. Et donc, à un moment donné, il faut accepter aussi cela. Et ce qui est bien, c'est que là, elle est revenue sur sa décision, par exemple, elle reprend son entraîneur. Enfin, je trouve qu'elle prend des positions et que ça va lui permettre peut-être d'être de plus en plus constante et d'asseoir vraiment son tennis de manière plus régulière. Mais à un moment donné, c'est vrai que là, quand on voit les Swiatek, c'est des joueuses là, qui, sur l'année, pour le coup, sont un peu plus constantes avec des jeux un peu moins pour Swiatek, mais en tout cas pour Rybakina et Sabalenka, c'est des joueuses puissantes et qui prennent aussi pas mal de risques. Mais on sent que dans leur jeu, elles commencent à être, même mentalement, Sabalenka, elle a mis du temps à bien performer en Grand Chelem. Donc tout ça, ça demande une certaine maturité aussi d'expérience, pas tant en âge, mais... Et donc Caro, elle a commencé là à avoir une demi en Grand Chelem. Si elle grignote, qu'elle s'en fait une en finale, et puis petit à petit, peut-être que tout ça va dans les peut-être 2-3 ans se stabiliser. Mais en étant relativement inconstante, elle arrive à être dans le top 5 mondial, quoi. Donc son niveau de jeu est énorme. Moi, je pense que quand elle joue bien, elle est largement au-dessus de tout le monde. Parce qu'elle a une explosivité et une rapidité de jambes que n'ont pas les autres. Vraiment. C'est-à-dire, c'était qu'elle a la rapidité de jambes, mais elle n'a pas son pet. Et les 2 grandes ont la puissance, mais n'ont pas la qualité de déplacement de Caro. Donc pour moi, quand Caro est bien, c'était comme Serena à l'époque, quoi, où personne ne pouvait jouer. Elle faisait retour gagnant, service gagnant, enfin, peu importe qui y a en face. Et Caro, elle a ce profil-là, quand elle joue bien. Voilà. Et justement, sur les éclosions des joueurs et joueuses, on peut imaginer parfois avoir un joueur dire il est clos, on ne sait pas comment ça vient. Et je sais qu'il y a plusieurs Français qui parlent de transformation silencieuse, c'est-à-dire qu'un miracle, il n'arrive pas tout seul, c'est le temps qui vient derrière. Ouais. Parce que du coup, Caro, c'est pas ce schéma-là où c'est tout le travail, c'est toutes les années qu'elle a mis en avant. Et un jour, il y a eu ces 6 mois-là, il y a eu ces 6 mois de fin d'année où boum, d'un coup ça éclot, puis elle repart au boulot. Est-ce que tu vas gagner un grand chelem, toi, peut-être Oui, honnêtement, je pense qu'elle va en gagner un parce qu'elle grignote et qu'elle a encore du temps. On ne se dit pas là, elle est en fin de carrière.
Et on voit qu'elle passe des caps, comme tu disais. Et je pense que quand elle va être bien, s'il y a un grand chelem où elle est bien, elle va peut-être pas en gagner 50, mais d'en gagner un comme l'a fait Amélie, voire 2, ou comme l'a fait Marion. Honnêtement, oui, clairement. Elle a tout pour aller gagner un grand chelem. Moi, je ne crois pas qu'elle finisse sa carrière sans en gagner un, quoi. C'est bon? Ton prono de l'année 2023, s'il y a un pari risqué que tu aimerais faire, Pourquoi? Pour un joueur que tu verrais éclore ou alors gagner un grand chelem ou je sais pas. Homme, femme, un truc un peu fou, quoi. Ouais, si Un Musetti, moi j'adore Musetti. Gagner quoi? Il va gagner allez, l'Australie en 2024. On va lancer un truc un peu fou, quoi. Grosse année 2024, hein. Festival de Cannes. Ouais, voilà, Musetti, franchement. Et faites gaffe, hein, si ça passe, vous vous rasez la barbe aussi. Il y en a ici sur le tournoi qui ont des paris bizarres. Allez. Et vous avez le temps, hein, parce qu'avant que Musetti gagne l'Australie. Mais voilà, c'est mon petit chouchou et il le montre bien parce qu'il est quand même à 19-20 ans, il est 20e, quoi. Et il est encore perfectible, donc à voir. Merci beaucoup, Nathalie. Allez, de rien.